Voilà, bienvenue à toutes et à tous à l'Université de Mons. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. Je sais que beaucoup parmi vous viennent de loin. J'ai entendu des gens qui viennent de Bruxelles, donc c'est vraiment chouette. Alors peut-être pour expliquer pour les gens qui ne sont pas habitués à notre organisation, pourquoi à l'Université de Mons on a comme ça des activités grand public. En fait, l'université s'est dotée d'un outil qui s'appelle le MUMONS, dont l'objectif est de titiller la curiosité au niveau des sciences, toutes les sciences humaines et sciences de la nature, et au niveau des arts également. Et notre objectif, c'est de donner des clés pour comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, il y a quelques semaines, on a été contacté par M. Choukens du restaurant Le Lac du Haut-Bois, qui nous a proposé d'accueillir M. Skelten. Alors, on a évidemment accueilli l'invitation avec enthousiasme. Et donc, voilà, merci beaucoup de la proposition. M. Skelten, bienvenue à l'UMONS. Et bienvenue à toutes et à tous. Je laisse la parole à M. Choukens qui va vous présenter le conférencier. Je pense que beaucoup parmi vous le connaissent déjà. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, bonsoir, merci de votre attention déjà. Donc effectivement, comme dit, on a eu l'occasion d'abord d'inviter Lux Goethen au Lac du Haut-Bois, qui n'est pas tout à fait un restaurant, mais une guinguette culturelle et écologique. Je préfère cette appellation-là. Lux Goethen, c'est une connaissance de temps déjà. Dans ma carrière au Centre culturel à Ypres, j'avais eu l'occasion de l'inviter pour une exposition, une conférence sur place, et on s'est dit pourquoi pas refaire l'expérience à Mons. Et donc, il y a un mois à peu près, le 5, on a pu faire l'inauguration de cette exposition qui, je vous rappelle, est toujours accessible jusque dimanche prochain, 18h, donc les après-midi de ce week-end et demain soir et vendredi, journée et soirée. Et donc le 5, Lux Goethen nous a fait une conférence sur la même thématique, donc cette ville nouvelle végétalisée et résiliente. Et on a eu tellement de succès, on a refusé 70 à 80 personnes, de là l'idée, et aussi après avoir vu les mines réjouies des personnes qui ont assisté à la conférence, on s'est dit pourquoi pas retenter l'expérience, et en tout cas dans un cadre plus large, puisque ce soir-là nous avions déjà toute une série d'étudiants de l'Université de Mons. De là notre démarche pour que ça se fasse ici. Alors le Lac du Haut-Bois est donc un lieu culturel et écologique. Nous organisons une série de choses, expositions, concerts, soirée de solidarité. Au passage, vendredi soir, on a un repas pour le collectif des sans-papiers de Mons, et samedi, un concert du trio Uchalai, qui est de la musique de l'Est, et tzigane et balkanique. Lux Goethen, par ailleurs, est un homme donc quand même d'expérience, je dirais, qui a quand même une quarantaine d'années de travail au niveau architectural et urbanistique. Un visionnaire, je dirais, quelqu'un qui a pensé le nouveau monde, qui a mis beaucoup de créativité, qui croit en ses projets, et qui, à mon avis, je dirais, quand j'ai eu l'occasion de participer à la première expérience de conférence, son propos était proche de l'utopie, et je dirais qu'aujourd'hui elle est futuriste, mais le futur se rapproche terriblement. Et donc, je lui laisse la parole pour développer la suite de ce sûrement très agréable. Bonne soirée. Bonsoir. L'utopie, c'est un possible qui n'a pas encore été expérimenté. Envoyer une fusée sur la Lune en 1960, c'est une utopie complètement folle, personne ne sait comment faire. 10 ans après, c'est une réalité. En fait, une utopie, c'est seulement un projet qui est en cours peut-être de réalisation ou pas. Mais c'est en tout cas une ouverture que l'on se donne vers un inconnu, quelque chose que l'on va tenter. Donc, sur ma carte de visite, c'est marqué « architecte utopiste ». J'aime bien ça parce que pour beaucoup, c'est une injure. Pour un homme politique, il n'y a rien de plus grave que de le traiter d'utopiste. Et moi, je pense que c'est au contraire une ouverture vers quelque chose qui est vraiment passionnante à développer et à envisager. Alors, mon travail, ce n'est pas celui de faire des conférences, de faire des exposés, de parler, c'est surtout de dessiner. Parce que le dessin
a cette faculté formidable de pouvoir projeter un monde qui n'existe pas encore, de le proposer et de voir s'il plaît ou s'il ne plaît pas, si on a envie qu'il devienne une réalité ou pas. Le dessin, ce qui est fantastique, c'est qu'il parle toutes les langues, quel que soit le lieu dans lequel on vit. Le dessin, c'est une porte ouverte vers quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister. Un architecte ne fait jamais que dessiner des choses qui n'existent pas encore, en tout cas pour la plupart du temps. Quand il fait un projet d'architecture, ce n'est jamais qu'un dessin qui a vocation d'être réalisé. Alors dans cette idée-là, je me suis dit, si chaque projet, si chaque chose que nous allons faire pour notre futur constitue, pour commencer, un dessin, pourquoi pas poser les limites beaucoup plus loin, voir à quoi pourrait ressembler un futur dans 50 ans, 100 ans, même plus, et voir quel intérêt ce qu'il peut avoir, mais à partir des bases que l'on connaît aujourd'hui de ce qui pourrait être ce futur. C'est la plupart des choses que je vais évoquer avec vous. Mais avant de commencer à se projeter aussi loin, on va commencer par évoquer quelques premiers travaux que j'ai faits au départ et qui m'ont conduit vers cette hypothèse-là. Et pour commencer, en 1975, on est en plein dans l'avènement des mouvements hippies, des mouvements de contestation, underground, etc. Et puis, il y a les nouveaux charpentiers américains qui sont arrivés, et il y a toute une réflexion qui s'est posée sur le monde qui est en devenir. Mais il y a aussi ce mouvement de retour à la nature. Dans cette effervescence-là, j'ai commencé à imaginer ce que pourrait être une maison qui réponde complètement à mes attentes. J'avais déjà une très très grande sensibilité à la nature, et la seule valeur dans laquelle j'avais une véritable confiance, c'est la nature. J'avais beaucoup de problèmes que j'ai toujours vis-à-vis de notre société, de notre monde, de ce qu'on nous propose, des liens que l'on peut avoir vis-à-vis de choses qui me posent beaucoup d'inquiétude, que ce soit la société de consommation, le lien vers une centrale nucléaire, vers des tas de choses dans lesquelles on est complètement dépendant. J'avais envie de voir ce que c'était, comment on pouvait faire une maison qui fonctionnait 100% sur son environnement bioclimatique. Donc j'ai imaginé cette petite maison, très petite parce que j'ai fait ça avec des moyens de fortune, je l'ai construite moi-même avec quelques amis, avec pas mal de matériaux de récupération, en pleine forêt, mais coup de bol, les premiers capteurs solaires viennent de sortir sur le marché, et la firme qui les fabrique, elle les avait mis sur une toiture, mais ça ne représentait rien. Je leur ai dit, si vous mettez ça chez moi, je vais montrer qu'on peut chauffer une maison complètement durant tout l'hiver avec ces capteurs solaires. Donc j'ai mis dans mon sous-sol 100 000 litres d'eau qui étaient chauffés par les capteurs solaires durant toute l'année. Très très bien isolés pour pouvoir utiliser les calories l'hiver qui étaient chauffées durant l'ensemble de l'année. Alors cette maison, c'est pas qu'une technique, c'était aussi une approche sensible, émotionnelle de ce que doit être un environnement dans lequel un homme peut s'épanouir. Donc, capteurs solaires, c'était une chose, l'éolienne pour faire le courant, bien entendu, récupération de pluie, potager, verger, poulailler, etc. Tout cela formait un ensemble qui permettait de vivre à cet endroit à peu près autonome, en tout cas en grande partie. Et pour moi, expérimenter ça, c'était très très important parce que je commençais à mettre les bases de ce que je voulais être comme étant mon architecture. Une architecture qui est personnalisée, qui correspond aux gens qui occupent le lieu et qui est ce lien entre l'ensemble de tout ce qui est tactile, sensible, tout ce qui correspond à des émotions. Et là, je vous parle de quelque chose qui est à l'opposé de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc là, on est aux antipodes de l'architecture qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la règle, c'est faire des boîtes insipides, inodores, incolores, partout les mêmes dans le monde, qui sont totalement interchangeables, qui ne signifient rien et qui ne communiquent pas. Donc ici, moi, je vous parle d'un monde complètement différent. Donc voilà une maison qui est faite avec des matériaux
qui sont faites pour être touchées, senties, abordées avec nos 5 sens. Donc la porte dans ma maison, je ne voulais pas qu'on y rentre avec une clé Yale parce que c'était complètement perdre l'émotion qui est liée à quelque chose aussi important que franchir le seuil d'une porte, être accueilli, etc. Donc on met sa main dans un gant en fourrure, on manipule les bois qui se trouvent derrière, on débloque un système à secret quand on a été initié au secret de la maison, sinon on est accueilli et on rentre à l'intérieur de la maison. Et là, c'est le tactile qui joue, la sensation, etc. Donc on est dans l'émotion dès le départ. Et l'émotion, c'est la seule chose qui nous rend totalement différents des machines et de tout ce qui nous environne, et qui fait que nous sommes des êtres vivants, faits de toutes sortes de choses qui communiquent. Mais voilà, la serrure, le mécanisme, j'ai fait ça en un week-end, c'était assez compliqué, parce qu'il fallait 2 mains pour interagir dans un ordre précis pour pouvoir l'ouvrir. Mais là, dès qu'on commençait à comprendre et à sentir ça, on sentait que la démarche était différente, qu'il allait y avoir des choses différentes qui allaient se passer dans cette maison. Donc, par exemple, l'escalier qui va vers l'étage, il est fait avec des doses de hêtre qui ne sont pas redressées, mes bois ne sont pas redressés. Ils sont la forme que l'arbre a donnée pour pouvoir se développer. Et c'est une sorte d'hommage qui est rendu à l'arbre, qui se trouve juste à côté. Les arbres venaient de la Syrie, qui était à moins d'1 kilomètre de l'endroit où j'ai construit, et ils venaient d'une partie de la forêt qui se trouvait là. Donc on était en lien direct avec l'environnement, et l'ensemble était fait pour parler, pour raconter des tas de choses. Voilà un escalier un peu curieux, fait avec des marches alternées, etc., qui est un escalier bibliothèque, parce que tout est fait pour avoir le moins de place possible. Et puis le seul truc qui fonctionnait vraiment pas dans ma maison, c'était le téléphone en plastoc. Je n'aimais pas du tout ça. Donc ici j'ai mis une autre boîte autour, mais il y a un vrai téléphone au-dessus. Donc quand il sonne, la cloche s'agite, il y a le carnet pour noter les trucs. Et ça fait partie de l'ensemble de la démarche. Faire des objets et des choses, je pourrais montrer les sièges et des tas de choses, et j'ai pas le temps de tout montrer, mais chaque chose avait une signification particulière et correspondait à un langage. Donc la maison parlait, elle racontait qui étaient ses occupants, elle était communicante par elle-même, elle était une prolongation de ses habitants, et elle était chargée de tout un ensemble de choses qui devenaient personnelles et qui enrichissaient notre environnement et qui nous donnaient automatiquement la perception par rapport aux gens qui viennent nous voir de quelque chose qui nous est totalement intime. À cette même période, j'ai commencé à réfléchir à ce que serait le même type d'habitat si je pouvais m'affranchir des limites de la construction pour lesquelles je ne pouvais pas déjà faire certaines choses, parce que construire à partir d'un arbre, c'était en dehors de mes capacités techniques, je ne voyais pas comment faire. Donc j'imaginais des choses telles qu'elles pourraient être si les techniques pouvaient avancer, si je pouvais arriver plus loin. Et ça, c'est une démarche que j'ai trouvé très intéressante, parce qu'elle m'a aidé à voir dans quel sens je voulais me développer. Donc c'était une manière de dire, c'est vers là que je veux aller, et c'est donc ça qui va être mon but à atteindre, même si je ne peux pas l'atteindre, mais c'est la direction dans laquelle je veux aller. L'arbre. L'arbre, c'est une merveille absolue, évidemment. L'arbre est un édifice dont les fondations se creusent toutes seules, avec simplement une petite graine qui est tombée sur le sol, et avec le pluie, le soleil, les nutriments, l'arbre va se développer. Un arbre, c'est un hectare de capteurs solaires qui transforme cela en énergie pour pousser, mais aussi qui peut le transformer en électricité, puisque les photons, c'est l'électricité. Donc j'ai commencé à imaginer des constructions à partir d'arbres sans pouvoir les réaliser. Et ça m'a donné, ça m'a fortement excité, ça m'a donné envie de continuer et me dire, il y a peut-être là quelque chose qui pourrait être intéressant. Bon, évidemment, j'ai fait ça pour moi, pour mes amis, pour montrer à quelques personnes, sans du tout avoir eu envie à un certain moment de le sortir. J'ai gardé ça dans mes tiroirs durant très longtemps. Et puis un petit peu plus tard, 2-3 ans plus tard, j'avais constitué un petit bureau d'architecture avec quelques amis, et on a construit un petit pavillon à côté de la première maison que je viens de vous montrer. Et ce petit pavillon, il a été fait aussi avec des matériaux de récupération,
les portes et fenêtres venaient de vitriers, etc., qui ne voulaient pas, qui ne les avaient pas employés. Et puis au milieu, il y avait cet arbre avec l'escalier qui tourne autour et qui monte vers la mezzanine qui se trouve au-dessus, qui permettait d'avoir une extension. Et tout ça fonctionnait avec des choses excessivement simples, mais qui étaient faites de manière aussi très intuitive. Donc ça a été construit avec mes collaborateurs. Ah oui, et puis la porte d'entrée. La porte d'entrée, dans la première maison que je vous ai montrée, ce qui me gênait un peu, c'est que les gens qui arrivaient, ils voulaient comprendre comment ça fonctionnait, et en chipotant à l'extérieur de la porte, il y en avait qui avaient trouvé comment on pouvait ouvrir. Ça m'embêtait quand même un peu qu'il y avait quelques personnes qui savaient rentrer chez moi. Alors ici, j'ai fait quelque chose d'un peu plus subtil. Le mécanisme fonctionne avec un simple corde qui file dans le sol et qui va jusqu'à une racine. Alors quand j'arrive à 10 mètres du pavillon, je mets mon pied sur la racine discrètement, la porte s'ouvre et on rentre. Et personne n'a vu ce que j'avais fait. Donc ça marchait très très bien. Donc le système était plus élaboré que l'autre, et ça restait dans la même idée. Donc voilà quelques dessins de ce pavillon arbre, toujours fait sans idée de le réaliser. Et puis maintenant, il y a quelques années, à Bruxelles, sur le Pitonnier, où j'ai planché pour réaliser un aménagement d'un espace à la place Fontenasse, j'ai repris ce dessin-là, mais là il est en fer à béton, torsadé, et il y a des plantes grimpantes qui poussent et qui l'enveloppent et qui en font un lieu qui est là pour accueillir le public et donner une identité au lieu. Bon, je ne sais pas s'il va se faire, parce que moi je travaillais un peu en sorte de provocation, je propose ça aux politiques. Il y a eu un grand débat là-dessus. Normalement, les gens du quartier le veulent, mais c'est pas encore décidé. Pour le moment, en tout cas, il n'est pas à l'ordre du jour de le construire. Ça coûte pourtant pas grand-chose. C'est juste quelques fers à béton, des plantes grimpantes, et puis un lieu qui a une identité. Mais il se fait que les urbanistes, quand ils travaillent actuellement, ils travaillent de manière technique généralement relativement sobre, mais ils ne donnent pas cet côté supplémentaire qui est la créativité, la forme qui va marquer, qui va donner à ce lieu une identité forte, qui fait qu'on va pouvoir se repérer dans la ville en disant « Ah ben oui, ce truc-là, là, ça n'existe qu'à cet endroit. » Et on aime un lieu parce qu'il a une identité forte. En même temps, c'est ça qui peut être un espace d'accueil. Il y a des bancs à l'intérieur, il y a des lumières, les gens peuvent se réunir, se retrouver là, etc., un point de rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est arriver à ce que on donne l'envie aux gens de se trouver à un endroit et à communiquer avec cet endroit, s'y trouver bien. Quelques années après la première maison que je vous ai montrée, on est en 1995, j'ai commencé à travailler sur la ville et sur les espaces résiduels. J'avais remarqué qu'à Bruxelles, il y avait des centaines d'espaces résiduels qui étaient devenus des chantres dans lesquels on n'avait pas de projet particulier de réaménagement. Alors, c'est les espaces laissés pour compte d'évaluer la ville. Et puis, évidemment, ce qui se passe en général, c'est qu'on y met une palissade et puis on y met une publicité. Parce que dès qu'il y a un espace libre, évidemment, les publicistes foncent sur l'endroit pour mettre leur slogan mercantile, pour nous vendre tout ce qu'on n'a pas besoin. On a besoin, il ne faut pas de la publicité pour l'acheter, bien entendu. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous ne sommes pas assez dans la société de consommation, que la solution serait de consommer beaucoup plus et de jeter beaucoup plus. Alors, j'ai fait donc une quinzaine de projets d'aménagement d'espaces résiduels à Bruxelles. Là, c'est la Tour des Finances. C'était la Tour des Ascenseurs en béton. Et je trouvais que si on pouvait lui mettre là un espace végétalisé, il aurait un impact terrible sur le paysage. On pourrait le voir comme
sorte de symbole, quelque chose qui soit attractif et vivant complètement, parce qu'il serait occupé par des oiseaux, par les insectes, par des tas de choses. Il va changer suivant les saisons. Il ne serait pas accessible, on ne va pas grimper là-dessus, mais ça pourrait rester un endroit qui pourrait être emblématique. Mais tous ces projets, aucun n'a été réalisé, même pas celui-ci qui était pourtant posé et qui a pourtant été très très loin dans sa conception et ses plans d'exécution. C'est le projet Cascade. On est à un jet de pierre du Mannequin Peace. Vous voyez les deux corps de bâtiments sont arrivés au carrefour, ils sont télescopés et le courant n'a jamais été fait. C'est un peu difficile pour l'architecte de réunir ces deux trames, donc il a abandonné le truc et il a laissé deux pignons comme ça. Donc parking, publicité et choses pareilles. Alors moi j'avais imaginé faire là un projet, c'est toujours la nature qui m'inspire, évidemment. C'est la seule chose que je trouve la plus remarquable et c'est ça avec laquelle j'ai envie de communiquer. C'est ça que j'ai envie de montrer. C'est là que je veux donner le plus d'ampleur possible. Donc là, cette grande cascade, elle coule à partir du haut quand il y a beaucoup de soleil, parce que c'est l'énergie solaire qui actionne les pompes. Et les capteurs solaires sont mis sur le toit de l'hôpital. J'avais l'accord pour l'hôpital de ça. L'eau est récupérée aussi des toits de l'hôpital et mis dans une citerne. Donc tout ça fonctionne en boucle. Plus il y a de soleil, plus on voit de l'eau qui coule. Quand il n'y a presque pas de soleil, c'est juste la petite cascade du dessous qui est à peine visible. Mais c'est pas là qu'on a envie de voir beaucoup d'eau qui coule. Alors, les rochers que vous voyez là, ce ne sont pas les rochers comme faisaient les rocailleurs au début du siècle, où ils essayaient de nous rendre ces rochers le plus plausible possible. Donc, l'idée était d'essayer de faire un mensonge qui était le plus réel. Et ça ne m'a pas plu comme idée. Donc ici, j'ai voulu travailler avec le seul matériau que la ville produit naturellement, ses déchets. Quand on refait un trottoir dans nos villes, toutes les dalles de trottoir en béton, on les jette. Donc à Bruxelles, il y a des énormes tas de dalles de trottoir qui sont là et qui sont... on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc je voulais les utiliser pour en faire un mur qui soit comme des espèces de strates. Et là, c'est chez moi, à Bruxelles, j'ai commencé à expérimenter ça. Qu'est-ce que ça donne quand on travaille avec des déchets de béton et de dalles de trottoir? Mais si on les met ensemble pour faire comme des poussées telluriques d'une strate, on peut évoquer les rochers. Et puis quand on se rapproche, on voit que ce n'est pas un mensonge, que c'est quelque chose qui a été récupéré, qui a été fait avec un déchet. Comment un déchet peut devenir une ressource? Ça, c'est tout le problème de l'économie circulaire. Et c'est toute la nature. Dans la nature, il n'y a jamais un déchet. Tout ce qui n'est pas utilisé par un organisme vivant, par un système, est récupéré par un autre qui va en faire quelque chose, une ressource. Ça, c'est formidable, parce que là, évidemment, vous imaginez, si la nature devait avoir des poubelles comme nous l'avons, combien de temps est-ce qu'on aurait pu durer avec un système pareil? C'est nous qui avons inventé des systèmes qui ne peuvent absolument jamais durer dans le temps, parce qu'ils sont conçus pour pouvoir, en fait, à un moment, complètement s'étouffer ou se paralyser par l'absence totale de réflexion sur le fonctionnement global que nous devons avoir. Fonctionner en économie circulaire, ça c'est le point de départ de tous nos raisonnements. Comment faire pour ne pas avoir de déchets, mais quand on a fini quelque chose, que ce soit une ressource. Alors j'ai repris maintenant, il y a 5 ans, les projets de jardins verticaux. Et je leur ai donné une contrainte supplémentaire, même si je n'avais pas pu en réaliser, qui est celui d'en profiter pour loger les sans-abri. Je trouve que c'est totalement insupportable, injuste, révoltant de voir qu'il y a des gens qui sont abandonnés dans la rue sans qu'on ne fasse quoi que ce soit pour eux. Les accidentés de la vie, ceux qui n'ont pas eu la chance que nous avons de pouvoir trouver un parcours qui nous convienne et qui sont là en déshérence. Alors l'idée est de se dire, mais il y a aussi des espaces dans la ville qui n'ont pas trouvé leur fonction et qui sont là sans aucune attribution et qui sont des champs qui dévalorisent l'ensemble de la ville. Si en mettant ces deux
problèmes ensemble, on peut créer une véritable solution. Donc, mettre des petites habitations en haute qualité architecturale et des matériaux pour qu'ils soient d'abord biosourcés, etc., qu'ils soient tout à fait isolants et qui correspondent totalement au lieu dans lequel ils vont pouvoir se développer. Alors ça, c'est un projet qui a été monté maintenant avec une équipe. J'ai initié une ASBL, Archiwoman, et on travaille là-dessus depuis quelques années. On a déjà eu des accords vraiment intéressants, donc c'est un projet qui commence à démarrer. Donc tout était à mettre en place, les équipes nécessaires, les moyens financiers, les aides pour ça, le montage financier qui est assez complexe, mais actuellement on voit vraiment la possibilité d'arriver à les réaliser. Nous avons déjà des accords avec 3 communes, on a reçu 3 terrains en amphithéose, on a rentré des permis de bâtir, on a des accords pour pouvoir le faire, donc on va pouvoir commencer très prochainement, certainement au printemps prochain. Voilà le type de petit terrain abandonné, avec évidemment la publicité dessus. Voilà ce qu'on pourrait en faire avec chaque fois un accompagnement végétal, parce que le végétal peut aider à la réinsertion, à retrouver sa place dans un environnement qui est construit, mais avec toujours une partie de nature dans la mesure du possible. C'est ici qu'est le projet qui est le plus avancé, à Molenbeek, en face du canal. La maison a été détruite, elle était très petite, elle faisait 4 niveaux. Et voilà ce qu'on leur propose de faire. 4 petits studios, 28 mètres carrés intérieurs pour les sans-abri. L'escalier est dans la fente de lumière que vous voyez sur le côté, avec chaque fois un petit palier balcon qui permet aux sans-abri de garder le contact avec la rue qu'ils ont eu pendant aussi longtemps. Et dans un regard inverse, ils ont vu passer les gens en les regardant de bas en haut. Là, c'est eux qui regardent de haut en bas. En changeant la direction du regard, on change la prestance, l'attitude, le comportement. Et c'est toute l'idée, c'est de leur donner quelque chose sans aucune condition au départ, si ce n'est respecter le lieu, pour qu'ils se rendent compte qu'on leur a fait un cadeau formidable et que maintenant, c'est un peu à eux de se montrer digne de ça et d'avoir, par rapport à l'environnement dans lequel ils vont vivre, un comportement qui est adéquat. Là, nous sommes maintenant à Arquessenan, à la Cité des Utopies d'Arquessenan, qui a été conçue par Nicolas Ledoux il y a 250 ans, et dans lequel j'ai fait une très grande exposition sur les cités végétales, et où j'ai investi des jardins, avec un festival des jardins, où on a proposé à des étudiants en paysage de venir faire quelques expériences. Et dans un de ces jardins, il y a un petit habitat qui a été fait avec une amie qui vit en Bretagne et qui travaille avec uniquement de matériaux 100% naturels dans une forêt qu'elle appelle bonifiante. Donc, ces petits habitats font 5 mètres de diamètre. Ils sont faits avec une structure en bois. On met d'abord du chanvre, des mèches de chanvre qui sont maintenues avec de lac chaud. Et puis, toute la coque extérieure est enduite de chaux. C'est fait en une grosse semaine, la structure. On place des châssis de fenêtres et une porte dedans. Au point de vue des matériaux de construction, il y en a pour 500 à 1000 euros, pas plus. Evelyne en a fait quelques centaines, un peu partout, pour des gens qui veulent vivre près de la nature, dans la forêt, dans des environnements naturels. Elle les initie à la construction dans ce type-là. Elle leur explique ce que c'est qu'une forêt bonifiante, comment est-ce qu'on peut vivre en relation complète avec la forêt. Et elle vit depuis plus de 20 ans là-dedans, avec uniquement ce qu'elle peut trouver dans l'environnement naturel qui se trouve autour de chez elle. Donc là, voilà un terrain d'expérience sur lequel on commence à monter et à projeter d'autres constructions pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut faire pour être en phase complète avec l'environnement et le climat. C'est complètement lisse.
les lignes que vous voyez autour, c'est pour conduire l'eau vers l'extérieur et généralement la récupérer, puis la filtrer pour pouvoir l'utiliser pour la boire. Alors on a pris ce même projet pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser les mêmes techniques en ville. Bon, on ne construit pas de la même façon en ville que dans une forêt, bien entendu. Là, on est dans la ligne droite, puisque c'est la règle un peu dans la ville, et on a imaginé donc un habitat. Ça pourrait être par exemple pour un artiste avec un atelier sur le côté, et puis il y a une toiture en chaux. Et ça fait partie des projets qu'on essaye de développer. Toujours commencer par faire un projet, montrer à quoi ça peut avoir comme allure, et puis le proposer. Dire, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un, une municipalité, une ville, un particulier qui a juste un terrain, pour qui on pourrait faire ça. On va faire une petite pause dans le temps présent pour se projeter dans un futur. 100 ans. Moi, j'aime bien 100 ans parce que c'est une belle distance et ça permet de mieux regarder tout ce qui pourrait nous arriver et faire quelques hypothèses sur ce temps plus long. Alors, première réflexion, c'est se dire comment est-ce qu'on imaginait le siècle prochain il y a 100 ans. Donc, comment est-ce qu'on imaginait la vie aujourd'hui en 1900 ? En 1900, on imaginait qu'on allait avoir droit à tout. Des robots pour tout, des voitures volantes, etc. On ne devrait plus travailler, des robots le feraient à notre place. Le monde allait être magnifique dans 100 ans. Ça, c'était quasiment une certitude. Dans les journaux, partout, on ne voyait que des images absolument magnifiques de l'an 2000. Et maintenant, comment imagine-t-on notre futur ? Les perspectives ont diamétralement changé. On ne nous parle plus que de perspectives qui sont apocalyptiques. La seule vision de l'avenir qu'on nous donne est que tout va s'effondrer, s'écrouler et qu'il n'y a quasiment plus de perspectives d'avenir intéressantes dans un futur. Alors là, ça commence à devenir vraiment grave parce que ça peut conduire à la désespérance, à ne plus avoir l'énergie nécessaire pour se battre, pour changer les choses. Les raisons de cela, on les connaît bien. Nous savons que les changements climatiques vont nous apporter des très grosses difficultés. Et ça, c'est une vision assez réaliste de la manière dont nous réagissons. La Terre est malade, elle va mal, et nous sommes autour à regarder ce qui se passe sans faire quoi que ce soit pour changer, ou à peine, en tout cas pas en mesure de la maladie et des symptômes que nous voyons. Ça fait partie de notre réalité. Dans le futur, notre civilisation industrielle fonctionne sur les matières premières, en grande partie. Voilà le temps qui nous reste pour ces matières premières, à la vitesse à laquelle on le consomme aujourd'hui. Il se fait qu'on les consomme à une vitesse de plus en plus rapide. Donc, 80 ans pour ces matières-là. Quand une a disparu, on se rabat sur les autres. Qu'est-ce qu'on fait avec une civilisation industrielle quand on n'a plus de matières premières pour l'alimenter? Mais qu'on n'a plus non plus d'énergie pour pouvoir faire tourner l'ensemble de nos mécanismes et de nos moteurs. La plupart de ces dessins sont estampillés, comme vous pouvez voir, copyleft. C'est-à-dire qu'ils ne m'appartiennent plus, tout le monde peut les utiliser, en faire ce que vous voulez. Des cartes postales, des t-shirts, ce que vous voulez, c'est plus à moi. Quand une idée est intéressante à communiquer, il faut peut-être laisser toute la possibilité que tout le monde puisse en faire ce qu'ils veulent. Et voici la dernière image négative de mon exposé, c'est celle qui nous ramène à la réalité de ce que l'on pourrait imaginer si on ne regarde pas le côté positif qu'il peut y avoir dans les choses et tout ce qui peut être nos solutions. La solution, c'est évidemment, dans l'optique dans laquelle je me place, la nature. La nature, c'est 3,5 milliards de recherche et de développement. Et tout ce qui n'était pas rentable n'a jamais été retenu. Alors là, on a une mine incroyable de renseignements qui s'appelle le biomimétisme et que l'on commence maintenant seulement à réellement expérimenter parce qu'on pensait que l'industrie allait nous apporter tout ce qu'il fallait pour pouvoir fonctionner
sans limite de temps, de manière tout à fait confortable et agréable. Ce n'est certainement pas le cas. Voilà parmi toutes les bonnes perspectives, tout ce que peut nous apporter la nature. Ce que vous voyez là, c'est une merveille absolue. C'est un biobéton extraordinaire. Jamais nous n'avons réussi à faire un béton aussi intéressant que celui-là. Alors ce béton, il est complètement lisse. Il est plus résistant que nos bétons, il ne s'effrite pas. Il est totalement étanche. Oui, il est coloré, il est varié. Il a des capacités extraordinaires. Et vous savez quoi? Cerise sur le gâteau, il a absorbé le CO2 plutôt que d'en produire au moment où il a été fait. Sans usine, sans transport, camion, essence, pétrole, etc., sans pollution. Au contraire, il l'a fait avec ce petit mollusque, avec ce qu'il a pris dans le mètre cube autour de lui, sans bruit, sans déranger personne. Et il a absorbé du CO2. Ça, c'est une merveille absolue. Alors, on commence à se rendre compte de ça. Enfin, on se dit, mais il y a une autre manière de faire. Donc, il y a des laboratoires, des gens qui cherchent là-dedans. Et voilà un bol, voilà un banc qui a été fait avec un biobéton qui a absorbé du CO2 plutôt que d'en le produire. On ne sait pas encore le faire de manière industrielle, on apprend, on commence. Ça, c'est formidable, c'est de voir que la recherche avance de ce côté-là et que nous avons de grands espoirs d'arriver à ce qu'on puisse avoir des comportements qui soient enfin en adéquation avec la planète et avec notre environnement. Les habitants de cet immeuble tour gigantesque, ce ne sont pas des hommes, ce sont les insectes sociaux qui, eux, vivent dans cette tour qui est gigantesque pour eux, puisqu'ils sont tout petits. Ce sont des termites, ce sont les fourmis, ce sont les abeilles, ou ce que vous voulez, mais qui ont construit des habitations tout à fait extraordinaires. Ça, c'est totalement auto-climatisé. Pas un degré de différence entre l'été et l'hiver, alors que la température peut changer de plus de 30 degrés. Autoclimatisé. Et vous croyez qu'ils ont des chauffages et des climatiseurs? Ah ben non, ils font ça simplement avec leur technique. Donc là, il y a un savoir-faire magnifique. Et là aussi, on commence à l'utiliser. Il y a déjà des bâtiments qui fonctionnent avec un principe un peu similaire. Mais on n'arrive pas encore bien. Mais on a le levier, on a la méthode, on a l'enseignement pour pouvoir arriver à faire les choses un peu correctement. La ville que vous voyez là, moi j'adore, c'est une merveille absolue. D'abord, c'est d'une beauté incroyable, elle est totalement intégrée dans son environnement, et le matériau qu'on a utilisé pour la construire a été pris au pied même des immeubles. Et on a construit ces immeubles sans avoir quoi que ce soit comme pollution. Et comme les murs sont épais, il y a une température bien plus fraîche à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça résout beaucoup de problèmes. On peut faire jusqu'à 12 étages comme ça, de manière tout à fait variée. Et puis là aussi, merveille absolue, quand on a fini d'occuper ces maisons, qu'on abandonne le site ou la maison, elle revient naturellement dans le trou dans lequel elle est issue. Et sans faire rien comme pollution, comme dégâts, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Alors là, c'est un exemple parfait de ce que l'on peut faire de mieux. Il y a autour de nous des exemples extraordinaires de techniques de construction que nous devons absolument capter pour pouvoir faire. Mais on construit déjà maintenant avec des murs en terre, parce que là, pas besoin de haute température, de haute pression, etc. On le fait avec les matériaux locaux. Et la terre a d'énormes qualités. Et là aussi, elle est en quantité énorme et totalement et facilement recyclable. Cette habitation que vous voyez là, c'est une habitation collective construite en Irak, avec des roseaux qui ont poussé juste à côté. Ah, là aussi, c'est magnifique. D'abord, l'architecture est superbe, le volume, le bâtiment est magnifique, et il peut accueillir de très nombreuses personnes, et quand il aura cessé son rôle d'habitation, parce qu'il se sera trop dégradé, il se sera abîmé, mais il va devenir
un lisier pour le bétail qui se trouve là, etc., avant de revenir complètement à la terre. Il n'y aura jamais un déchet. Alors là, on commence aussi à voir qu'il y a partout dans le monde des pratiques ancestrales qui nous montrent qu'il y a des solutions fantastiques que l'on peut faire aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est un mur qui est occupé à se faire, ici en Belgique, à partir d'une structure en bois, et l'isolation se fait par la paille. La paille est un déchet. Quand on a pris les épis pour faire la farine, ben on jette la paille. Excellent isolant, totalement respirant. Ah, ça c'est aussi une notion qu'on a complètement oubliée, et que nos techniques de construction qui marchent généralement sur la terre, sur la tête, en faisant tout à l'envers, ont complètement zappé. Vous savez, quand on construit en béton ou une ossature en fer ou avec des membranes en plastique, qu'est-ce qu'on fait? On fait une membrane qui retient toute l'humidité à l'intérieur. Donc on a un bâtiment qui est transpirant. La plupart des bâtiments qu'on fait aujourd'hui sont transpirants. Quand vous avez un bâtiment comme ça, il est respirant. C'est-à-dire que l'humidité que vous dégagez, elle rentre dans le mur, elle ressort vers l'extérieur et elle ne condense pas. Alors ça, c'est comme notre peau. Alors notre peau, l'eau ne rentre pas à travers, mais nous dégageons notre transpiration par l'extérieur. Alors maintenant, nous commençons à voir que les bâtiments avant étaient respirants et qu'actuellement, on les fait à l'envers. Alors comment on les fait à l'envers? On continue à tout faire à l'envers. On met des ventilations mécaniques contrôlées pour pouvoir évacuer artificiellement tout l'artifice qu'on a créé autour, pour essayer de compenser l'ensemble des erreurs. Et alors on est complètement dépendant d'une mécanique qui tombe en panne, qui ne marche pas toujours, et si jamais on a des gros problèmes environnementaux et des coupures d'électricité, des choses pareilles, on va se retrouver dans des endroits irrespirables. Alors que la membrane peut naturellement rejeter l'humidité vers l'extérieur. La Carter que je vous ai montré, la petite habitation en forme de yourte, est totalement respirante. Pas besoin de ventiler, tout passe et sort par l'extérieur sans que ce ne soit de l'air, donc c'est pas du courant d'air. L'étanchéité à l'air est complètement faite et tout à fait hermétique. Et là, on rentre dans quelque chose qui est tout à fait différent. Voilà une habitation, les murs sont en terre, la structure est en bois, l'isolation est en paille, et à l'intérieur aussi, les enduits sont en terre, totalement respirants. Vous ne devez absolument pas mettre de ventilation mécanique contrôlée. Là aussi, ça fait partie de choses qui ne sont pas suffisamment communiquées dans la qualité d'une habitation qu'on doit avoir aujourd'hui. Une toiture, s'il est en chaume, elle vient aussi d'un déchet, elle est très isolante, elle peut revenir à la nature de manière tout aussi efficace, et elle peut loger aussi toute une série de parties de la faune qui peut ainsi conduire à créer des relais, et rester en liaison avec le vivant. Ce que vous voyez là, c'est un biovert magnifique. La chétine d'une libellule, c'est superbe, parce qu'elle est totalement transparente, elle a aussi, elle a été faite de manière bio, pas de besoin d'eau de température, eau de pression, d'usine et de choses pareilles. Alors moi, j'essaye de voir ce que ça donnerait si on faisait un châssis de fenêtre qui ressemble à une aile de libellule. Est-ce que ce serait moins intéressant que nos châssis profilés, etc., en alu? Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt? Le dessin me permet d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Cette petite bête-là, elle nous fait un fil qui est 3 fois plus solide que nos aciers à section égale. 3 fois plus solide que nos aciers. Ça, c'est formidable, parce qu'elle n'a pas d'usine, pas de truc, pas de pollution. Avec son abdomen, elle produit ça. Et alors, 100% recyclable, parce qu'elle absorbe, quand elle a terminé sa toile et qu'elle a fini sa journée et qu'elle a pris quelques insectes avec ça, elle la remange pour la refaire le lendemain. Donc, on est en économie complètement circulaire et avec une résistance considérable. C'est magnifique d'ingénierie. Là aussi, on apprend et on commence à voir que nous pouvons utiliser
des techniques comme ça. Bon, on connaît la soie des vers à soie, qui eux ont accepté de travailler pour nous, pour leur grand malheur. Les araignées sont plus malines dès qu'on leur demande de travailler pour nous, et ils n'ont pas question, ils ont vu le piège. Donc, on essaye de le synthétiser autrement, mais sans leur demander de le faire pour nous. Alors, un habitat qui aurait une structure qui serait faite, par exemple, avec un arbre, et dont l'espace extérieur serait refermé par une sorte de cocon, quelque chose qui serait 100% bio. Mais voilà les exercices que je fais, simplement pour voir si ça pourrait ressembler à quelque chose, si ça pourrait être intéressant. À quoi ça pourrait ressembler? On a fait pousser des arbres, on a guidé la croissance, on les a ordonnés, on les a fait des greffes, on a fait des tailles, etc., pour arriver à contrôler la forme. On pourrait le faire aussi avec des bambous. Le bambou, c'est une merveille aussi. Le bambou pousse très très vite. En 1 ou 2 saisons, il atteint sa taille adulte. Il ne va plus grossir. Puis le bambou, c'est une herbe. Donc, on n'est pas dans la déforestation, dans ce genre de choses. Et puis le bambou, au moment où il a poussé, il a absorbé le CO2, etc. Et une fois qu'il a terminé sa vie de son côté vivant, quand le bambou mort peut encore nous rendre beaucoup de services et servir à d'autres choses dans les habitations. Le bambou ne coûte rien, on plante la graine, il pousse tout seul. Donc on peut avoir des habitations qui sont qui pourraient être vraiment très intéressantes à partir de matériaux qui sont produits par le vivant. En Italie, à Artesella, entre Venise et Vérone, il y a un magnifique site de land art. Là, il y a des dizaines d'artistes, centaines d'artistes du monde entier qui ont fait des œuvres dont la plupart, dont les matériaux proviennent directement de l'environnement. Ils ont fait des créations. Et là pousse une cité, un petit embryon de cité végétale fait avec des arbres qui sont organisés en tipis de manière à pouvoir avoir des planchers et pouvoir avoir des escaliers, des tas de choses, des passerelles qui les réunissent entre eux. Et l'idée de refermer l'espace à l'intérieur avec un textile pour arriver à avoir des chambres d'hôtes qui permettraient d'accueillir les artistes. Je ne sais pas très bien si ça va se réaliser ou pas, donc c'est un projet en évolution qui est pour le moment encore dans un stade de maturation. Alors ici, nous allons faire quelques hypothèses dans d'autres choses. Là, vous avez ce même type de tipis qui sont faits à partir de figuiers étrangleurs, ces arbres qui poussent en Asie et en Amérique du Sud et qui ont la particularité de faire d'avoir des racines qui se font des maillages excessivement solides et qui pourraient très bien constituer la structure d'un arbre refermé là aussi avec ces membranes souples d'origine bio, ces biotextiles avec des parties transparentes, d'autres translucides, des parties qui captent l'énergie solaire, d'autres qui sont isolantes et qui sont en recherche actuellement dans différents laboratoires. Imaginez une ville qui fonctionne comme un écosystème, ça c'est la base même de l'ensemble du travail que je réalise depuis des années. Une ville dont tous les organismes vivants interagissent l'un par rapport à l'autre, collaborent pour faire quelque chose qui a du sens et qui est de plus en plus riche d'année en année. Le massif corallien, ça c'est formidable particularité que, au fur et à mesure que le temps passe, les organismes vivants deviennent de plus en plus nombreux, riches, variés, etc., et de plus en plus résilients, tant que nous n'intervenons pas, et malheureusement. Chaque cité, chaque ville est spécifique à un lieu. On n'a pas de système qui est peut-être mondialisé. La mondialisation, c'est la réduction à un même commun dénominateur simpliste qui a que des désavantages, celle de nous donner des lieux qui soient sans aucune identité.
Ici, toute l'idée est de fonctionner comme on a toujours fait dans l'humanité, sauf dans les périodes présentes, c'est d'être spécifique à un terroir, à un lieu, à une culture, un sol, un sous-sol, un microclimat, une faune, une flore, une histoire. On est spécifique. À ce moment-là, on commence à être juste. Quand on commence à banaliser, on tue d'abord toute émotion. Quel est l'intérêt de voyager si c'est pour voir ces mêmes boîtes partout dans le monde? Non. Ce qui est important, c'est que la réponse soit juste par rapport au lieu dans lequel on vit et par rapport aux gens qui l'occupent. Donc c'est chaque fois reposer le problème à leur base pour imaginer ce qu'il faut faire. Donc ici, une cité balnéaire, moi j'avais imaginé que si les vagues se faisaient naturellement dans l'eau, aussi bien que sur le sable, il y avait peut-être un intérêt à reprendre cette typologie pour être plus près de ce qui se passe dans cet environnement. Donc j'ai imaginé une vaste cité qui serait composée de bâtiments qui auraient ces ondulations que l'on voit dans la mer et un urbanisme et une orientation qui serait fonction à la fois du soleil, du vent, etc., qui permettrait de mieux ressentir le climat, capter tout ce que l'on peut et ainsi être complètement en phase avec l'environnement. Chacune de ces hypothèses s'est déclinée par des dizaines de dessins, de coupes, etc., de travaux que je ne peux pas expliquer évidemment dans une conférence où je veux ratisser plus large. Alors, une cité végétale, à quoi ça ressemblerait? Une cité végétale, c'est d'abord, on ne rase pas tout pour recommencer à zéro. Ça, ce sont des idées d'il y a 50 ans, type de Corbusier, où on rase tout et puis on dit, mais non, c'est mon architecture qui va fleurir partout. Non. On a payé suffisamment cher nos constructions au niveau de la structure, des matériaux qu'on a utilisés, etc., pour dire que nous allons récupérer tout ce qu'on peut et on va les adapter maintenant à la ville nouvelle, au climat, au vent, au soleil, à l'eau de pluie pour pouvoir les rendre vivants, les rendre énergétiquement intéressants, les rendre en phase avec cet environnement. Donc vous voyez, beaucoup de ces bâtiments ont été simplement adaptés, transformés, et puis d'autres ont été changés. Évidemment, tout n'est pas refait, mais ce que vous voyez surtout, c'est qu'ils ont des peaux différentes. Et ces peaux sont là pour interagir. Et puis, les toitures sont devenues des endroits de communication. On se promène sur les toitures parce qu'il y a là des jardins paysagers. Et il y a aussi une manière de capter l'énergie solaire sur ces endroits-là. Et puis, des passerelles permettent d'aller d'un côté à l'autre de la route et aussi avoir cette vision de la ville en hauteur avec l'accès à l'horizon. C'est un point de repère essentiel qu'on a aussi perdu. Et de retrouver des choses qui font sens. Les odeurs, le bruit de l'eau qui coule, du vent dans les feuilles, des oiseaux. Une ville qui nous parle par la manière dont elle nous lie au vivant. Chacun des exercices porte sur cette thématique-là. Alors, par exemple, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec une ville comme Shanghai, gigantesque métropole qui se développe à une vitesse considérable, un peu à Las Vegas comme ça, mais c'est aussi une pollution considérable. Certains jours, on ne voit pas à 50 mètres, tellement la pollution est importante. Et le fleuve jaune est complètement jaune de pollution. Donc c'est tout à fait effrayant aussi de voir à quel point on a créé des environnements qui s'autodétruisent par l'absence totale de réflexion sur la manière dont doit fonctionner des lieux aussi importants. Respirer est une chose totalement essentielle. Bien respirer, c'est complètement le point de départ de notre santé, de notre équilibre. Alors, si on respire mal, qu'est-ce qui peut encore se passer? Alors ici, l'idée, comme dans tous les travaux que vous allez voir et que vous avez déjà vus, c'est introduire la 4e dimension. Quand on fait une photo, un dessin, je sais pas, d'une ville, on fait un arrêt sur image.
Dans la réalité, l'arrêt sur minage n'existe pas. Tout est en mouvement perpétuel. Une ville a eu un passé, un présent, on espère qu'elle aura un futur. Donc j'essaye d'imaginer comment la ville peut évoluer. Donc ici, nous avons un curseur. Là, on est en l'an 2000, là 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 60, 70, 80. Et plus on avance vers la droite, plus on avance dans le temps. Et c'est intéressant parce que ça permet de voir progressivement comment l'influence du biomimétisme permet de trouver de nouvelles structures, pouvoir imaginer des bâtiments qui intègrent le végétal, l'eau de pluie, le vent, etc. Comment on peut imaginer que les constructions puissent s'enrichir de tout cet énorme savoir-faire que le biomimétisme nous apporte. Dans cette même idée de la rentrée dans la quatrième dimension, vous voyez ici un paysage qui est à Laken, à Bruxelles, à côté du Palais Royal, en 1800. 1800, ça ressemblait à ça. Ce dessin a été fait à partir de nombreux gravures et plans cadastraux. C'était probablement pas exactement ça, évidemment, mais ça devait ressembler à quelque chose comme ça. En 1900, voilà ce que c'est devenu. Donc ça a fortement changé. Vous voyez à quel point ça a été investi et comment l'ensemble du site s'est urbanisé. Mais avec cette cohérence qu'il y avait en 1900, matériaux de construction qui étaient assez proches les uns des autres, donc une homogénéité et une qualité de vie qu'on ne retrouve plus 100 ans plus tard, en l'an 2000, où l'industrie est venue dans la ville, en même temps que les voitures partent de tous les côtés, et le bruit, la pollution, le désordre de choses qui sont mêlées et qui ne devraient pas l'être. Et dans cette hypothèse-là, on continue, puisque maintenant on voit quels sont les changements qu'on peut avoir. On peut attendre un siècle, on peut commencer à se projeter 100 ans plus tard. Et imaginer ce que ça pourrait être si on fait les bons choix au bon moment. Donc si on cherche à maintenant réintroduire le vivant comme matériau de construction dans les habitations. Et là, on est encore, mais maintenant, 100 ans plus tard, on est en 2200. Vous voyez que le canal a été couvert par une vaste résille. Et là, vous voyez, il y a une vague qui défile en permanence. Là, il y a des surfeurs, là, il y a des planches à voile. Et c'est climatisé. Et il y a évidemment une température beaucoup plus intéressante. Et puis, les immeubles que vous voyez là, ils sont devenus des promenades vertes. Les rochers sont des biobétons. Et il y a du bio-vert aussi qui permet la transparence. On a introduit des éléments de construction qui permettent de concevoir une ville sous forme d'un paysage. Dans nos grandes villes, nous avons une autonomie alimentaire de moins d'une semaine. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe, comme de l'autre côté de la planète, c'est des gens qui jouent au Monopoly avec de l'argent qui n'est pas le leur, et qu'il y a une crise planétaire, comme ça c'est déjà vu, et que l'essence n'arrive plus, les denrées non plus, qu'est-ce qu'on fait? Après 8 jours, on n'a plus à manger. Et ça commence à être un peu gênant. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été aussi dépendant d'un système mondialisé, aussi fragilisé. Donc, le système, il suffit d'un grain de sable pour que ça grippe et qu'on se retrouve vraiment mal. Donc, pour le moment, pas mal d'endroits, on commence à réfléchir à ce que pourrait être une ville qui introduit à l'intérieur de la cité des éléments aussi importants, aussi nécessaires que notre alimentation. Donc, ce sont des toitures qui sont des agricoles, qui sont maraîchères. Nous avons des poulaillers, nous avons des pigeonniers, on a des vergers, on a des serres, on a tout un ensemble de choses qui sont venues se greffer sur nos immeubles. Est-ce que ce serait moins bien que nos immeubles actuellement, qui
qui n'ont pas la vocation d'essayer de nous apporter ce minimum nécessaire qui pourrait nous être bien précieux en cas de grosses difficultés. Voir à quelle vitesse pousse une salade, le blé, les pommes dans les arbres, etc., est quelque chose qui nous permettrait là aussi de nous reconnecter. Moi, je trouve que c'est tellement important de se retrouver connectés. Nous vivons dans un monde où le virtuel est devenu tellement attractif que nous y sommes totalement dépendants et nous vivons complètement reliés à ça, alors que c'est totalement une illusion, ce ne sont que des formules mathématiques qui sont mises ensemble. Là, nous sommes dans le concret, dans le réel, dans le vivant. Là, vous voyez ce à quoi pourrait ressembler peut-être une cité végétale qui a cherché à créer des liens, à communiquer, à rassembler, à trouver des éléments forts par rapport à tout ce qui fait sens et tout ce qui nous ramène à ce que nous sommes. Nous sommes des êtres biologiques. On fonctionne de manière biologique et on s'éloigne de plus en plus de cela pour nous raccorder à des choses assez illusoires et peu enclins à nous épanouir réellement. Un quartier ici à Lyon, le quartier de la Part-Dieu, tel qu'il est aujourd'hui, et vous voyez comment progressivement on pourrait imaginer qu'il commence à se développer ces mêmes bâtiments vers quelque chose qui devient paysager, comment le vivant pourrait prendre sa place à l'intérieur de ces structures sans démolir ce qui est existant, mais en le complétant, en le retravaillant autrement, en lui donnant quelque chose qui lui manque actuellement, puisqu'il n'est que minéral, et nous sommes que des organismes biologiques. Et vous voyez les immeubles, les barres d'habitation, ils sont devenus des aires d'atterrissage pour les ornithoplasmes à ailes battantes. Ça, on verra après. Ici, nous sommes à Strasbourg. J'ai aussi travaillé sur Strasbourg, j'ai travaillé sur plusieurs villes où j'étais artiste à résidence durant 1 an, et puis j'ai fait une grosse exposition là. Et c'est à partir de ces lieux que j'ai imaginé le devenir de la ville. C'est pas le centre-ville qui est magnifique, sur lequel j'avais envie de travailler, mais surtout les parties les plus mal abouties, celles dans lesquelles on ne voudrait pas habiter, parce que anonyme, insipide, tout à fait sans aucune identité, où tout le monde est derrière la même fenêtre, dans des boîtes difficilement vivables. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à imaginer ce que pourraient devenir ces lieux si on les investissait avec quelque chose de tout à fait différent. Et voilà par exemple une barre d'habitation, comment elle pourrait commencer à introduire ces notions de potager, de choses comme ça. Alors dans l'exposition, j'avais fait le grand dessin de Strasbourg actuellement sur un plexi, et juste derrière, enfin quelques mètres derrière, il y avait la vision future, de manière à ce qu'on puisse voir à quel point les bâtiments existants n'étaient pas démolis, mais étaient réhabilités dans autre chose. C'était une mutation lente vers des espaces qui allaient introduire ces notions biomimétiques à l'intérieur de la ville. Et un jet de pierre de l'endroit de l'exposition, le long du canal, il y avait une allée de platanes avec lesquelles j'ai travaillé avec les étudiants. Je leur ai proposé de faire des nids à partir de tout ce qu'ils pouvaient trouver comme végétaux et occuper les arbres avec ces nids et devenir les voisins des oiseaux et communiquer avec des happots d'un nid à l'autre durant tout un temps. Donc l'idée était de concevoir un projet, le réaliser et puis y vivre un petit temps pour voir ce que c'est, ressentir, créer des émotions qui nous permettent de voir à quel point il y a une richesse dans des environnements comme ça, quand on peut prendre le temps de s'y installer. Alors là, nous sommes à Louvain-la-Neuve, telle qu'elle est aujourd'hui.
à la demande de l'université, je l'ai imaginé dans les 500 ans futurs, pour être un peu en phase avec les 500 dernières années où Thomas More a créé son livre Utopia, qui était un peu la base de toute cette réflexion, et de se projeter dans un laps de temps encore plus long et de voir ce qui en resterait. Villeneuve est fait de constructions qui sont pas très pérennes, donc dans le temps il n'y a pas grand-chose qui devrait rester d'ici 500 ans, mais les rues restent, les reliefs restent, les plans d'eau peuvent rester. Donc à partir de cette structure, on peut imaginer plein de choses et commencer à voir les décalages qu'il peut y avoir entre l'une ou l'autre partie, mais tout en partant sur des éléments qui sont, eux, intangibles. On va maintenant imaginer comment est-ce qu'on pourrait se déplacer dans ces temps futurs. Imaginer une ville de demain, c'est évidemment se plonger aussi dans les moyens que l'on va utiliser pour se déplacer. Et là, il y a beaucoup à redire, parce que là aussi, on a fait les choses à l'envers. Vous savez, une voiture, c'est 1,5 tonnes de ferraille pour transporter en moyenne 150 kg de passagers. Pas 10% de rendement. Un moteur à explosion, ça n'a déjà pas 10% de rendement. Donc on chute à moins de 1% avec quelque chose qui nous pollue l'air complètement, qui n'est pas adapté réellement à nos besoins, parce que bien souvent, ces véhicules font beaucoup plus que la vitesse autorisée par la loi, etc. On les a rendus tellement sexy qu'on pense que c'est totalement indispensable de se déplacer avec ces engins-là. Mais non, on pourrait faire les choses autrement. Voilà une des propositions, des petits véhicules très légers, autonomes, qui prennent leur courant dans un rail électrique, de manière à ne pas devoir transporter ces batteries. Transporter les batteries, c'est un poids inutile, et puis les batteries posent énormément de problèmes techniques. Si on peut fonctionner comme un tram en prenant son courant dans un rail électrique, ce serait beaucoup plus simple. Et puis là, ces petits véhicules sont très légers. Vous savez, un tram, c'est entre 40 et 60 tonnes. Quand c'est pour transporter 5 ou 10 passagers au moment creux, là aussi, on dépense une énergie considérable. Mais on part toujours de cette idée qu'on a suffisamment d'énergie, qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, non, c'est pas réel. Ici, l'idée est de voir ce qu'on peut faire avec les énergies renouvelables. On en a moins, il faut réfléchir autrement. C'est peut-être ça notre grande chance, c'est se dire on ne peut plus continuer à gaspiller comme on l'a fait jusqu'à présent. Il faut maintenant faire les choses autrement. Il faut faire les choses plus justes, plus vraies, plus simples, plus économes et être beaucoup plus en phase avec tout ce que nous faisons. Voilà un module pour 7 personnes qui prend son courant dans un rail existant, d'un tramway qui devrait exister. Et la structure que vous voyez là de ce petit module est une structure en bois qui a poussé. Pourquoi pas vous savez, à Sauve, dans le Var, on fait pousser des fourches comme ça depuis 700 ans. Et les branches sont tout à fait régulières, très très solides, ça fait plusieurs générations, ça casse pas. Et si on fait ça avec des fourches, on pourrait peut-être bien commencer à imaginer la structure même d'une voiture qui aurait poussé. Et on peut fermer l'espace entre avec une résine à base d'huile de lin qui serait bio. Ça existe aussi, déjà. Donc, il y a des tas de possibilités qui s'ouvrent à nous, qui existent depuis longtemps. Le petit véhicule que vous voyez là, ça fait 12 ans que je roule avec ça. Il pèse 200 kilos. Il y a la moitié du poids et des batteries. Il roule jusqu'à 90 km/h. J'ai 150 km d'autonomie si je pédale bien. Si je pédale pas, 100 km. Je suis pas obligé de pédaler. Et il va partout. Fait pas de bruit, pollue pas. C'est vraiment quelque chose qui est à notre portée, ça. Parce que il m'a jamais coûté un parking. Il me coûte entre 40 et 50 euros d'électricité par an. Et à Bruxelles, je ne roule qu'avec ça. Et
il y a des tas de choses qui sont vraiment à la fois amusantes, sympathiques, etc. Par exemple, il fait pas de bruit. Ben, ça m'embêtait parce que je veux pas klaxonner pour prévenir aux gens que j'arrive, j'ai horreur de ça. Alors j'ai rajouté un klaxophone. Donc quand je pousse sur un bouton, on entend le galop d'un cheval. Cataclip, cataclop, cataclip. Alors ça c'est formidable. Les gens se disent mais c'est quoi cette affaire? Et ils se retournent, tout le monde rit et ça marche très bien. Sur autoroute, on n'entend pas assez. Alors j'ai mis le bruit d'une locomotive à vapeur. Évidemment, quand je dépasse un camion à 90 km/h et qu'il entend le bruit d'une locomotive à vapeur, le bonhomme, il est surpris quand même, hein, ça je vous garantis. Surtout quand il me voit mouliner comme un fou. Donc, c'est très amusant de commencer à prendre les choses autrement, essayer d'inventer le monde qui nous correspond réellement et pas qui correspond au fantasme de quelques businessmen qui veulent nous vendre leur camelote, évidemment. Donc ici, voilà un engin que j'ai conçu et qui est occupé à être réalisé dans un atelier. Là, c'est pour 3 personnes, 3 pédaliers. Et là, je suis en catégorie vélo. Donc, pas de crash test et des choses pareilles. Donc, ça fait partie des engins que j'ai imaginés. Parce que quand on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. Il faut pouvoir la tester. Donc, voilà l'engin. Il est fait en bois lamelé collé. Il ne demande rien, aucune assurance, aucun taxe, rien du tout. Il y a 3 pédaliers et je peux mettre des courses, etc., me balader avec ça. C'est pour moi important d'expérimenter les choses pour pouvoir voir dans quelle mesure ils sont fiables ou pas. Alors un jour, je parle avec mon ami Gauthier Chapelle, avec qui j'ai fondé Biomimicry Europa, et je lui demande, mais pourquoi est-ce que dans la nature, n'a jamais inventé la roue? Alors il me dit, mais écoute, réfléchis, la roue c'est une aberration. Quand tu parles de la roue, il faut des routes, il faut des ponts, il faut des viaducs, il faut des tunnels, il faut des voies ferrées, etc. Ça coûte à la nature, en point de vue matériaux, c'est considérable. Non seulement ça, mais on morcelle le territoire, on coupe les réseaux racinaires et hydrauliques, les animaux ne se déplacent plus de la même façon. C'est un désastre pour l'équilibre planétaire. La pâte, elle passe partout. Elle est complètement tout terrain. Elle monte les escaliers, elle escalade des rochers, elle passe un gué. C'est bien plus malin, la pâte. Oui, si c'est plus malin, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des engins à pâte? Donc, à Bruxelles, il y a un tram qui roule maintenant, déjà depuis 1 an, un tram à pâte. Bon, mon tram à pâte, évidemment, il n'a pas vraiment des pattes. Il y a un stickage seulement. Mais ce stickage évoque déjà un concept. Il est là pour communiquer, pour dire quelque chose aux gens. Bon, quand les journalistes m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais fait un tram à pattes, je leur ai pas parlé de ça. Je leur ai dit, c'est un monument aux morts mobile à la disparition de la 6e espèce et à toute la perte de la biodiversité. Ah oui, toutes les grandes guerres, etc. On a fait des centaines, des milliers de monuments aux morts. Mais pas pour la biodiversité, pas pour la 6e extinction des espèces. Il nous faut un monument aux morts. C'est notre monument aux morts. La cible n'était pas du tout contente, elle ne voulait pas de ça. Et je l'ai quand même dit, donc c'est quand même là-dessus que je communique. C'est sinistre ton affaire. Bon, trop tard, c'est fait. Alors, si ça marche si bien, je suis occupé à travailler maintenant sur un vélo à pattes. Je me dis que ce serait intéressant de pouvoir me balader avec un vélo à pattes. Bon, il ne fonctionne pas encore, on est au début des études, mais je suis curieux de voir si j'arrive à le faire fonctionner. Ça fait partie des hypothèses qui sont intéressantes de montrer parce que ça ouvre des portes. Si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera peut-être, mais on a quelque chose qui évolue vers un monde inventif, créatif. Oui, puisque notre société ne fonctionne pas, qu'on a fait tout à l'envers, il est temps de reprendre les choses à l'endroit et de commencer à inventer un monde qui a véritablement du sens. Alors du sens, c'est faire avec l'énergie que nous avons. Voilà un engin formidable, c'est le sauterelle. Donc j'ai imaginé un sauterelle parce que un jour je me suis dit, mais quelqu'un qui court, il utilise 50% de sa force simplement pour freiner le poids de son corps quand il tombe sur sa patte avant.
50% pour freiner le poids de son corps. Vous imaginez ça? Alors si on peut récupérer ça, ça pourrait être intéressant. Donc j'ai imaginé des ressorts qui fonctionneraient depuis les semelles, cette série de ressorts qui vont jusqu'aux hanches. Donc quand je retombe, je ne freine plus du tout le poids de mon corps. Je tends les ressorts, je ressaute plus haut. Alors, à force de sauter à chaque coup plus haut, moi j'aime autant faire un vol plané, hein. Là je vais aller encore plus loin. Vous imaginez, se déplacer, ça devient une fête, une danse, quelque chose de communicant, de tout à fait rigolo et amusant. On va y arriver un jour. Là ça, j'ai pas encore en projet de l'expérimenter, mais peut-être quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'est surtout une manière de communiquer. Pour dire, si ça fonctionne pas, c'est à nous, c'est à vous de trouver ce qui fonctionne correctement et qui fonctionne avec ce que nous avons réellement comme énergie, pas en nous disant, on va encore construire quelques centrales qui va nous péter à la gueule et qui va nous créer des problèmes qu'on ne saura pas surmonter, dont les conséquences, on les calcule en centaines de milliers d'années. On dit oui, ça sera plus radioactif dans 100 000 ans. Là, vous verrez, ça sera bien. Là, cet engin volant, c'est une merveille. Hein. Vous avez déjà vu l'énergie qu'il met pour pouvoir simplement se maintenir en l'air? Il y en a qui font 10 000 kilomètres à travers la planète sans escale. Et ça, avec quelques mouvements, avec juste ce qu'ils ont pris avant de partir. C'est tout à fait formidable. Donc là aussi, il y a quelque chose auquel nous pouvons penser pour faire aussi bien. Donc moi, j'ai imaginé des ornithoplanes à ailes battantes. Donc là, nous avons le principe du dirigeable qui est gonflé à l'hélium. L'hélium est un gaz naturel qui n'est pas dangereux, qu'on trouve dans la nature, une enveloppe très fine. L'extrait d'eau couvert de capteurs solaires qui alimentent les moteurs électriques qui se trouvent aux jointures des ailes. Et là, on peut voler pendant très très longtemps, sans bruit, sans pollution, sans gêner personne, sans risque. Deux engins comme ça qui se rencontrent, c'est comme deux ballons en l'air, ça fait rire tout le monde, et aucun souci. Même un truc qui se déchire et qui crée, ça tombe mollement sur le sol. On n'est pas dans le stress, on n'est pas dans le bruit, on n'est pas dans l'agression. Bon, on se déplace moins vite, mais est-ce que c'est tellement intéressant de se déplacer aussi vite? On n'a plus d'émotion, on n'a plus rien. C'est comme si on était téléporté de l'autre côté de la planète, dans un vacarme épouvantable, dans un nuage de pollution considérable. Là, c'est le contraire. On vole, on a cette sensation de légèreté. Et ça, c'est un apport considérable. Alors, moi, j'ai imaginé voler avec un autre modèle, la Raimanta. Parce que la Raimanta correspond mieux au vol, parce qu'elle se déplace dans l'eau en état d'apesanteur, tandis que l'oiseau doit battre des ailes en permanence pour voler. Comme c'est un engin qui est gonflé à l'hélium, il peut se déplacer comme une Raimanta, avec cette légèreté, cette souplesse. Donc c'est plutôt sur ce modèle-là que je travaille pour le moment. Mais là, avec mon ami Jean-Pierre David, on a expérimenté le vol battu, donc simplement se déplacer par battement d'ailes. Là, on est dans un hangar, parce que quand il y a un peu trop de vent, ça commence à devenir difficile. Mais l'idée est d'arriver à créer des engins qui nous permettraient de nous déplacer par battement d'ailes. Mais l'engin marche très très bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai traversé la Cité des Sciences à Paris en volant, en battant des ailes. Ah ben c'est formidable. Vous imaginez pas l'émotion que c'est. Alors là, vous oubliez le virtuel, parce que là, c'est rien que des mensonges, ça n'existe pas. Ici, j'étais réellement en l'air, j'étais à 30 mètres de hauteur, à 40 mètres, 50 mètres, et je volais en battant des ailes dans une vaste structure. Et ça, c'est pas de l'imaginaire, c'est du réel. Et ça, ce sont des expériences fantastiques. On n'est plus les mêmes quand on a vécu ce genre de choses. Donc, j'imagine avec mon ami Jean-Pierre David, comment est-ce qu'on peut faire une énorme structure qui soit, elle, simplement un tissu qui est gonflé, parce que ça prend peu de matière, et dans lequel on permettrait aux gens de voler de cette façon-là. Alors, il y aurait un atelier en dessous de notre structure, où les gens pourraient fabriquer leurs ailes. Parce que la grande idée, c'est de dire, vous aussi, vous pouvez voler avec vos propres ailes, et vous pouvez les fabriquer vous-même. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est un projet qu'on a fait monter, on cherche encore comment
pour pouvoir le faire atterrir, qui est encore une autre histoire. Et c'est en réfléchissant sur ce genre de choses que j'ai été amené à imaginer un engin un peu différent. Là, c'est dans mon jardin à Bruxelles, dans une autre maison. C'est pas la maison que je vous ai montrée au début, c'est une maison que j'occupe à Scarbeck. Et là, il y a ce double arbre, cet acacia, dans lequel j'ai installé tout un mécanisme. Donc j'ai installé un fauteuil qui est relié à une poulie et à un treuil. Et j'emploie un petit appareil qui s'appelle le biofeedback, qui analyse les ondes mentales et la cohérence cardiaque. Et quand je rentre en cohérence cardiaque, le biofeedback lance un signal au treuil et je monte dans l'arbre jusque dans la canopée. Et tant que je reste en méditation, je suis en haut dans mon arbre. Quand je sors de méditation, le système fonctionne à l'envers et je redescends tout doucement, une temporisation de 45 secondes. Ça, c'est important pour moi. C'est ça qui m'aide à continuer à travailler, à avancer, à évoluer par l'ensemble des expériences qui sont faites et qui augmentent le champ de conscience, la sensibilité et l'émotion qu'on peut avoir quand on est en pleine conscience dans un environnement comme ça. Mais alors là, vous imaginez, moi je perçois l'ensemble de la ville, de son bruit, de sa respiration à travers le feuillage. Et c'est tout mon travail, ça. Et quand je le perçois comme ça, je m'enrichis de nouvelles émotions qui vont nourrir après d'autres expériences. Et voilà un autre lieu que j'aime beaucoup pour la réflexion que ça m'apporte. C'est une baignoire que j'ai dans cette maison-là. Elle est faite en bois. Elle a des formes qui permettent... on va voir le côté. Donc, on a ici l'eau qui coule de la rivière ici pour alimenter le lavabo qui se trouve là. À partir du caillou que l'on tourne ici pour pouvoir le faire chaud comme ceci, froid comme ça. Le petit caillou noir, quand je le tourne dans l'autre sens, l'eau coule par ici pour remplir la baignoire. C'est donc des modèles qui viennent de la nature, qui font partie de l'environnement directement et qui nourrissent là aussi l'ensemble des émotions, de ce que l'on peut vivre et qui aident à la maturation des projets qui vont se succéder. Cette baignoire, je l'ai fait il y a plus de 30 ans, découpée avec une petite scie sauteuse et puis poncée. Elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Et c'est quelque chose qui continue à me nourrir. Donc, simplement essayer de répondre à nos besoins réels, tels qu'ils sont fondamentalement, est quelque chose qui est vitalisant pour l'ensemble du travail qui va suivre. Ça, c'est une réflexion aussi copylève sur le monde qui nous attend, que nous avons à créer, et qui est celui qui doit constituer notre futur. Là, c'est le dernier dessin, celui d'une sérigraphie qui a été fait pour les futurs souhaitables. Et pour terminer, vous avez mon adresse de mon site où il y a beaucoup d'autres informations, les conférences, les livres, etc., d'autres choses sur d'autres projets qui peuvent peut-être vous intéresser. En général, je termine par une citation de Francis Blanche, qui avait l'habitude de dire « Mieux vaut penser le changement que changer le pansement ». Et j'adhère complètement à cette philosophie. On peut peut-être maintenant passer aux questions.
toujours... Oui. Non, moi je ne sais pas calculer. Non, je pars d'intuition. Mon travail, c'est plutôt de faire ça, mais je ne travaille jamais seul. Donc, je travaille avec d'autres gens qui expérimentent et qui font d'autres choses. Et je n'ai pas encore vu de réalisations qui vont dans ce sens-là. Il y a des engins qui volent par battement d'ailes, qui sont fabriqués par des techniciens, mais ils ne sont pas gonflés à l'hélium. Il y en a quelques-uns qui sont très beaux, mais qui sont des plus lourds que l'air. Là, je pense que pour le faire voler, il ne faudrait pas qu'il soit trop léger. Il devrait encore être plus lourd que l'air, mais pas trop. Parce que pour prendre appui sur l'air, s'il file, il faut que les battements d'ailes puissent compenser le fait qu'il soit un peu plus lourd que l'air. Mais bon, ça c'est expérimenté évidemment, mais je n'ai pas été plus loin que ça. Oui? Pour végétaliser la ville, ce qu'on peut faire directement maintenant, c'est toutes les toitures végétales. La technique est parfaitement au point et remplacer une toiture qui est en roofing, en goudron, par une toiture végétale, c'est un très très grand apport. D'abord, on envoie beaucoup moins d'eau dans les égouts et on a moins de problèmes de résorber tout cela. Il y a une grande partie qui reste sur la toiture. On a un isolant en plus, on a un relais pour la biodiversité. Le soleil tape moins sur le roofing, donc sur l'étanchéité, ça tient le coup plus longtemps, et c'est quand même en partie une isolation en plus. Donc on n'a que des avantages à ça, et ça coûte pas grand-chose. Donc là, on l'a bien compris un peu partout, principalement pour le moment en Allemagne, en Hollande, ça avance très vite. En Belgique, c'est plus lent, en France aussi. Mais il y a beaucoup de projets qui commencent à mettre ça en place. Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question, peu de mes projets se sont réalisés. Et c'est probablement parce que j'ai eu le grand tort de commencer très tôt, à un moment où les gens ne se sentaient pas concernés. Il y a eu un vaste mouvement où les gens sont sentis concernés au début des années 70. Ça n'a pas duré très longtemps. Après, on a complètement oublié les crises du pétrole, etc. On est parti vers des technologies. Et personne ne voulait entendre parler de ça. Il se fait que maintenant, il arrive à la conscience des gens depuis à peu près 10 ans, et de plus en plus d'année en année, avec les changements climatiques, etc., toutes les conséquences de cela, qu'on commence à remettre en doute les certitudes qu'on avait précédemment. Et là, il y a maintenant une sensibilité de la part des décideurs, des pouvoirs politiques vers ce genre de choses. Nous avons aussi un grand phénomène de greenwashing, évidemment. Si on est immobilier et qu'on veut vendre des appartements, on va dire qu'il y a une toiture verte, on va dire qu'il y a ceci ou ça. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une évolution dans les mentalités, dans la population, et que l'on commence aussi à regarder d'un peu plus près quel est le réel impact de ce qu'ils proposent. Et moi, je ressens qu'il y a un mouvement de fond qui est encore très ténu, beaucoup trop peu, beaucoup trop, évidemment, mais qui va continuer à croître. Parce que le politique est toujours en retard sur la population sent qu'il y a des choses à faire,
ils ne sont pas contents des réponses qui ne sont pas suffisamment engagées. Et donc, c'est la part de l'ensemble de la population qu'il va y avoir un mouvement qui va finir par faire qu'on va prendre des mesures un peu plus radicales vers d'autres manières de faire. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'aime pas beaucoup être enfermé dans un tiroir. Donc j'essaye surtout de sauter d'un tiroir à l'autre. Pour moi, tout est complémentaire. L'architecte a besoin de pouvoir défendre ses idées et le conférencier vient après. C'est quand j'ai quelque chose que je trouve important de dire que j'ai envie d'en faire un exposé. Mais l'exposé ne vient que sur une matière qui a été un peu réfléchie avant. Donc, moi, je trouve que tout ça est indissociable, tout comme le dessin. Le dessin est pour moi une chose primordiale dans ma communication. Et mon dessin, je ne l'ai pas dit, mais il part de la bande dessinée. Et il part de la bande dessinée parce que la bande dessinée est terriblement communicante. Bande dessinée, on a tout envie de voir, elle parle à tout le monde. Et mon dessin cherche à rentrer dans cette hypothèse-là. Comment est-ce que je peux parler au plus grand nombre et que les images soient ressenties et puissent être captées. Et pour ça, il faut être communicant. C'est parce que j'ai avalé de travers. Rien à voir avec la question. Je ne crois pas que je sois intégré dans le milieu de l'architecture. Je suis un peu un électron libre. Mon discours est trop différent pour pouvoir être accepté. Donc, les architectes qui ont beaucoup de métiers, qui ont appris durant de longues années un savoir-faire, et puis quand on leur dit c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire, ça ne les rend pas de bonne humeur en général. Et il y en a qui en sont partis dans l'idée d'une évolution permanente, et qui sont prêts à remettre en question certaines choses, mais j'arrive avec des arguments qui vont un peu à l'encontre de ce que disent les sociétés d'architectes, les revues d'architecture. Je me situe un peu en marge de cela, donc c'est pas là qu'est mon terrain dans lequel je suis mieux accueilli et qu'on me voit arriver avec beaucoup de méfiance. Oui. Plus fort. Oui, oui. Il y a pas mal de centres techniques qui ont fortement évolué vers cela. Moi, je te recommande fortement Cratère en France, à l'île d'Abo, où ils travaillent sur toute cette problématique. La construction en terre, la construction avec des fibres, avec du bois, avec tout ça. Et ce sont des ingénieurs, ils font valider leur technique et ils ont une expérience de construction partout dans le monde. Alors, en Allemagne aussi, ils ont beaucoup évolué.
Et c'est fort amusant de voir à quel point tout était verrouillé et comment maintenant les portes commencent à s'ouvrir. Et on arrive à faire des constructions qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Je peux raconter une petite histoire qui me plaît beaucoup. C'est la construction du pavillon durable à Hanovre au moment de la foire internationale d'Hanovre, il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ils ont été chercher Vélez en Colombie pour faire ce pavillon et il a travaillé là-dessus, on lui a fait la commande, il a envoyé le plan. Alors il a envoyé le plan en Allemagne et son plan où tout était marqué dessus, c'était un A3, avec ça, juste un A3. Bon, en Allemagne, quand ils ont vu arriver ça, ils ont ri, ils sont devenus jaunes, ils ont dit bah c'est impossible. Donc ils ont pris une société suisse ou je sais pas quoi qui a travaillé durant 6 mois à élaborer un plan très très sophistiqué de ça. Et puis ils ont rentré ce dossier en Allemagne pour le valider pour l'exposition. Et ils ont regardé, ils ont vu bambou, simplement ça, bambou. Ils ont tout refermé, ils disent non, ça n'existe pas pour nous le bambou. On n'a pas une seule étude technique sur le bambou. On ne construit pas bambou en Allemagne. Alors bon, comment est-ce qu'on fait alors? Mais ils ont dit, il y a une seule possibilité, c'est qu'on fasse une construction et qu'on la teste. Alors, coup de bol, Vélez avait une construction à faire de ce type-là pour en Colombie pour je pense que c'était des vignes ou quelque chose comme ça. Il a fait son bâtiment en grandeur nature, tel qu'il l'a fait pour Hanovre, avec ses équipes. Et ils sont venus, il y a un charter entier de techniciens allemands pour tester ça, avec ils ont pris des tracteurs sur place, des énormes charges d'eau, etc. Ils ont tout chargé, etc., pour voir jusqu'où ça tenait. Et ils ont chargé 2 fois plus que ce qu'ils avaient estimé pouvoir faire, et ça a tenu. Ça n'a rien à casser. Et alors ils ont donné leur feu vert, même s'il n'y avait aucune norme qui le permettait. Donc ça, c'est une des manières. Mais non, ça a évolué. Depuis, en Allemagne, on considère qu'on peut travailler avec des fibres végétales. Les choses avancent. Mais là, c'était un pavillon énorme dans le cadre d'une foire internationale. Donc, ça a pu se faire. Donc, il y en a plein comme ça. Il y a Figuriban qui construit avec du carton. Avec du bambou aussi, etc. Au Japon, où là aussi, il doit faire la preuve. Et on expérimente, on fait la preuve, on y arrive. C'est pas très facile, ce sont les pionniers qui ont le plus difficile, parce que c'est eux qui vont marquer le coup et montrer qu'il y a d'autres pratiques qui sont possibles. Mais c'est ça qui est passionnant dans cette aventure. Oui? Oui? Quand on passe à la réalité, il faut évidemment que l'ensemble des contingences techniques soient réalisées, que l'on fonctionne en bonne connaissance de l'ensemble de ces choses. Telles que je les ai montrées, non, mais des toitures végétalisées et des potagers urbains, il commence à y en avoir beaucoup. Il y en a pas mal à New York, à Paris maintenant ça a très bien démarré. À Bruxelles, sur les abattoirs, il y a un énorme potager urbain et ça commence réellement à se développer. Chaque lieu nécessite une réponse qui est adaptée.
parce qu'il faut évidemment pouvoir porter les surpoids que cela occasionne. La terre est très lourde, et une fois qu'elle est gorgée d'eau aussi. Et si on veut travailler de manière un peu plus naturelle, on s'écarte en général de l'aquaponie, qui elle travaille avec des substrats un peu artificiels, beaucoup plus légers, et où il n'y a pratiquement que de l'eau comme alimentation. Donc ça donne comme conséquence en général des aliments qui ont moins de goût. Mais ça fait partie des choses qui sont au début d'un développement. Donc on essaye maintenant d'expérimenter de différentes façons ces choses-là. Il y a vraiment beaucoup de projets qui commencent à naître. Ils sont encore marginaux dans le sens où on n'est pas encore au stade où on peut réellement les multiplier parce qu'ils n'ont pas encore fait suffisamment leurs preuves. Mais c'est d'autant plus intéressant maintenant de commencer à multiplier ce genre d'expérience pour aller plus vite, pour gagner du temps. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps quand même par rapport à tout ce qui se prépare.